Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S512 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er décembre 2022. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes toujours avec Nicolas Morvan de la boutique Miss Numérique et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2022. C'est le moment de débrief. Nicolas, Jean-Nicolas, si on devait essayer de résumer, de synthétiser les informations importantes à retenir de ce guide, peut-être pour commencer, quelle monture du monde de l'hybride offre actuellement le plus de choix en matière d'optique? Jean-Nicolas. Alors, indéniablement, la monture E, qui a l'énorme avantage effectivement d'être arrivé en premier sur le plein format et qui permet de s'équiper, alors d'un côté avec des optiques, on va dire orientées budget, notamment chez Sigma, chez Tamron, chez Samyang, c'est pour vous dire, chez Laowa aussi Chez d'ailleurs, Zeiss, chez Zeiss, chez Laowa, chez Voigtlander, bref, on a une profusion d'acteurs sur ce marché qui permet d'acquérir vraiment ce que l'on veut au budget que l'on souhaite. Donc qu'on ait envie d'un zoom à moins de 1000 euros, qu'on ait envie de se faire très plaisir avec des zooms à 2.8 par exemple, qui vont monter dans les 2-3 000 euros, il y a une qualité de l'offre et une qualité d'image qui est livrée par l'optique qui est absolument somptueuse. Et heureusement, il n'y a pas que la monture E qui commence à s'élargir, puisqu'on a une très bonne surprise d'avoir la monture X et la monture Z qui commencent à voir arriver des optiques entre guillemets tierces de chez Tamron et de chez Sigma, et qui permettent d'avoir des choses quand même très sympathiques sans surminer. avec une petite avance pour la monture X. Tout à fait. Et ce qui fait penser qu'il y a plein d'acteurs qui adoptent ces montures dont on n'a pas parlé pendant l'émission. Il faudrait parler d'eux. Il faudra peut-être prévoir des bonus, mais comme la OA par exemple, il y a vraiment des constructeurs optiques. Donc c'est Venus Optics qui produit ces optiques-là. Et si vous cherchez des modèles insolites à mise au point manuelle, il faut vraiment regarder le catalogue de la OA. Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi Canon persiste à ne pas ouvrir sa monture RF à d'autres constructeurs? Pourquoi ils ne persistent? Alors je suis pas chez eux, hein, je travaille pas pour Canon France, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont déjà en fait installé leur boîtier, installé leurs propres optiques, que la pénurie a joué aussi parce que, voilà l'ouverture des optiques tierces permet en général de rendre plus accessible leur boîtier et un système complet de boîtier, et aujourd'hui, ils avaient déjà juste du mal à fournir les boîtiers, donc pas un réel intérêt pour eux d'offrir d'autres opportunités sur les optiques, et donc je pense, j'ose espérer que la disponibilité sur les boîtiers s'est déjà améliorée et va continuer à s'améliorer, et que donc, je l'espère, grandement pour, nous, pour les constructeurs et surtout pour nos clients, que Canon va ouvrir la monture RF à des constructeurs tiers. Jean-Nicolas, selon toi, est-ce qu'il manque encore certaines optiques stratégiques chez les 3 grands constructeurs ou dans les 3 grandes montures que sont Sony E, Canon RF et Nikon Z? Alors chez Sony, ce manque d'optique se fait moins sentir. Par contre, effectivement, chez Canon et chez Nikon, bon, effectivement, le portfolio s'étoffe de plus en plus, mais malgré tout, chez Canon particulièrement, ça manque d'optique et surtout de zoom réellement abordable et sans pour autant faire de compromis assez massifs sur la luminosité, et notamment à fond de zoom. Effectivement, on a des optiques comme le 100-400, comme le 24-105 qui sont très sympas, mais peu lumineuses, et le reste de la gamme reste cher. On attend aussi par exemple un 70-300 un peu polyvalent qui n'existe pas en monture RF. Et bon, effectivement, il y a toujours ce petit manque qu'on espère combler un jour par l'arrivée des optiques tierces, on va dire, sur ces montures. Et c'est très vrai ça pour les zooms. Chez Canon, ça l'est de moins en moins pour les focales fixes, puisqu'il y a le 16 mm qu'on a évoqué, il y a un 35 mm macro IS STM, 24 mm aussi macro IS STM qui couvre le plein format, et un 85 mm macro F2 en monture RF, qui sont des optiques beaucoup plus abordables, mais ce sont des focales fixes. Mais quand même un peu cher, je trouve. Et ça reste un ticket d'entrée un peu cher, mais ça, je crois qu'on est plus dans le contexte qu'on a évoqué aussi, c'est vrai, inflationniste, de pénurie, etc.
Il y a les optiques à bascule et décentrement aussi qui n'ont toujours pas Alors, été développées et tout chez à fait. personne, Alors, même chez Sony. dans ta question, il y avait stratégique. C'est pour ça que moi, au début, je pensais d'emblée à ça. Mais est-ce que c'est stratégique? Pas forcément. C'est emblématique en revanche. C'est un Et c'est marché vrai de que niche, mais c'est un marché quand même. on l'attendrait peut-être chez Canon et Nikon, hein, puisqu'il y en avait à leur catalogue réflexe. Il y en a toujours. Peut-être qu'ils se disent, et franchement, ils auraient peut-être pas tort, qu'avec les bagues, on peut réutiliser ces optiques-là réflexes qui restent des optiques un peu de niche. Hmm. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les plages de focale un peu idéales dans le monde du grand angle, dans le monde des focales standards et dans le monde des téléobjectifs pour un peu guider, orienter nos auditeurs sur le choix d'un zoom? Alors, je vais m'exprimer en équivalent plein format pour, Yes. Tu as pour 30 essayer secondes. d'uniformiser. Et en 30 secondes, ça va être compliqué. Mais non, en niveau grand angle, je pense qu'il faut rester aux alentours des 18-20 mm, je pense. Alors, peut-être aller en fixe, sur des optiques fixes, parce qu'on va souvent utiliser pour du paysage, pour de la nature, ou peut-être même en créatif, et ça nous permet d'avoir des ouvertures enfin des optiques avec une meilleure ouverture. Donc rester aux alentours des 18-20 mm sur le grand angle. Pour la Mhm. partie standard, tu l'as évoqué tout à l'heure, on ne sait pas s'il ne faudra pas vous fassiez une émission 35 mm, 50 mm, mais je pense que c'est pas moi qui vais Qui régler le s'appellera sujet du maintenant. coup 40 mm. C'est ça, exact. Mais en effet, le 40 mm, On voilà, va me trouver un j'ai 40 évoqué mm 1.4. bah, j'ai un 20 ED, Ah, 20 aussi. mm, un 4. Ouais, même système. Non, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est une optique que j'ai beaucoup aimée parce que c'était un peu le meilleur des deux mondes entre 35 mm et 50 mm. Après ça, voilà, je pense que Benjamin a donné vraiment le bon conseil. C'est de regarder les exifs qu'on a sur nos optiques à focale variable et de choisir celle qui nous convient le plus. Voilà, la focale qui nous convient le plus entre le 35 et le 50. Et si on ne parvient pas à faire de choix, ce qui arrive souvent dans la vie, on peut aussi regarder des transstandards très polyvalents. Il y en a un qu'on n'a pas cité, qui est assez unique sur le marché du 24-36, qui est le 24-240, 24-200, Nikkor. Aidez-moi. 24-240. 24-240. Ah non, 24-200 en monture Z et 24-240 en monture RF. Et ben voilà, 24-200, et qui On est fait une... les couteaux suisses, on fait tout avec ça. Ouais, qui est une excellente optique, qui est stabilisée contrairement au 24-120, série S, qui est aussi une très belle optique. Bon, si on n'arrive pas à faire de choix, on peut toujours s'orienter vers des optiques comme ça. Il y a un 1200 mm chez Olympus qui fait un 24-200 aussi f4. C'est vraiment des optiques intéressantes. Merci messieurs, on conclut là-dessus.